Pour notre 5e anniversaire, j'ai trouvé son sac à moitié fait dans le placard. Il a envoyé un texto disant qu'il avait besoin d'espace. Je n'ai jamais répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé un serrurier. Ce soir-là, il est rentré à la maison et sa clé ne fonctionnait pas. Puis il s'est présenté à mon bureau, tremblant, s'effondrant, demandant quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir refuser. Pour notre 5e anniversaire de mariage, j'ai trouvé le sac de sport à moitié fait de mon mari, caché derrière son nettoyage à sec au fond du placard de notre chambre. Je cherchais un jeu de bougies fines que j'avais acheté 2 semaines plus tôt et rangé sur l'étagère. Une partie du dîner que je planifiais discrètement depuis mars. Il m'avait dit au début de notre mariage que les anniversaires au restaurant semblaient scénarisés, alors j'avais tout organisé à la maison à la place. Les bonnes assiettes. Une bouteille de pinot noir de Willamette, du saumon mariné au réfrigérateur depuis la veille. J'ai trouvé les bougies. J'ai aussi trouvé le sac. C'était son sac de sport de la marine, celui qu'il utilisait pour les week-ends de ski à Breckenridge, partiellement ouvert. Je pouvais voir sa trousse de toilette, une chemise en flanelle roulée, ce qui ressemblait à un chargeur de téléphone enroulé sur le dessus. Pas une valise pleine, même pas proche, juste assez de vêtements pour quelques nuits quelque part qui n'étaient pas ici. Je suis resté dans ce placard pendant peut-être 30 secondes, assez longtemps pour que quelque chose en moi devienne très silencieux. Puis j'ai remis les bougies sur l'étagère, j'ai fermé la porte du placard, je suis allé dans la cuisine et j'ai éteint la cuisinière. Son texto est arrivé à 14h53 alors que j'étais assise à notre îlot de cuisine avec un verre de vin et absolument rien derrière les yeux. Je pense que j'ai besoin de temps pour savoir où j'en suis. Je suis désolé. Je sais que le moment est mal choisi aujourd'hui. S'il te plaît, n'appelle pas ce soir. J'expliquerai bientôt. Je l'ai lu une fois, j'ai posé mon téléphone face contre le granit, j'ai fini mon vin, puis j'ai appelé un serrurier. Mon mari et moi nous sommes rencontrés il y a 6 ans à une pendaison de crémaillère dans le quartier des Highlands à Denver. J'avais 26 ans. Il en avait 31. Il était grand, avec un rire facile et le genre de poignée de main confiante qui vient d'années passées à mettre les étrangers à l'aise dans une pièce. Il vendait de l'immobilier commercial, des immeubles de bureaux, des développements à usage mixte, le genre de propriété qui impressionne sur les fiches de présentation. Je concevais des identités de marque dans une agence boutique du Rhino Art District. Nous avons été présentés près d'une glacière de bières artisanales par un ami commun, et il m'a demandé sur quoi je travaillais avant de me dire ce qu'il faisait dans la vie. À ce moment-là, cela m'a semblé une chose rare. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, avons emménagé ensemble après 18 mois, nous sommes fiancés en 3 ans et nous nous sommes mariés en octobre suivant dans un vignoble près de Fort Collins avec 80 invités et un groupe de bluegrass dont ma mère parle encore. Je portais les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère. Il a un peu pleuré pendant ses vœux. Pas assez pour se ridiculiser, mais assez. Je pensais que cela signifiait quelque chose de réel. Nous avons acheté la maison de ville dans les Highlands 6 mois après le mariage. 3 chambres, une terrasse sur le toit, des briques apparentes dans la cuisine que j'avais adoré dès que notre agent immobilier avait ouvert la porte. L'hypothèque était agressive pour ce que nous gagnions chacun à l'époque. Mais mon mari a dit que nous nous y habituerions. Il était bon en projection. C'était tout son travail, voir comment un espace pouvait être utilisé différemment de ce qu'il était actuellement. Les 3 premières années de notre mariage ont été vraiment bonnes. Pas parfaites, mais réelles. Les samedis matins chez Snooze pour le petit déjeuner, l'attente toujours trop longue et nous deux toujours prêts à attendre quand même. Les promenades du dimanche autour de Washington Park pendant qu'il parlait de n'importe quelle affaire sur laquelle il travaillait et que j'écoutais à moitié et pensais à moitié à un projet que je retournais dans ma tête. Nous cuisinions mal ensemble et en rions. Nous sommes allés au parc national des montagnes Rocheuses en octobre lorsque les trembles sont devenus dorés et avons prétendu que nous étions le genre de personnes qui faisaient régulièrement de la randonnée, ce que nous n'étions pas. Il est devenu associé dans son agence au printemps de notre 4e année. J'ai été promu designer senior à peu près au même moment. Les choses étaient censées devenir plus faciles. Pendant un certain temps, elles ont semblé l'être. Je peux remonter le fil jusqu'à environ 8 mois avant cet après-midi dans notre placard. Cela a commencé avec les jeudis soirs. Il avait toujours été sociable de manière professionnelle. Dîner avec des clients, événements de courtier, happy hours qui se prolongeaient parfois au-delà de 22 heures. Mais un jour d'octobre,
il a commencé à mentionner un nouveau groupe de réseautage qui se réunissait le jeudi soir. Des lieux changeants, des contacts différents chaque semaine. Bon pour les affaires. Il rentrait après 23 heures, sentant l'air des bars et une eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Pas désagréable, juste inhabituel de la manière qui vous fait réaliser depuis combien de temps vous n'avez pas remarqué l'odeur de quelqu'un. Je n'ai pas posé beaucoup de questions au début. Il avait toujours géré ses relations professionnelles seul, et je n'avais pas vu de raison de suivre son emploi du temps comme s'il était un adolescent. C'était la version de la confiance que j'avais maintenue avec lui pendant des années. Je fonctionnais toujours sur cette version. Puis l'histoire du téléphone a commencé. Nous avions toujours connu les codes d'accès de l'autre, non pas par surveillance, mais simplement pour des raisons pratiques. L'un de nous laissait le téléphone de l'autre en charge. L'un de nous avait besoin de vérifier une adresse de navigation pendant que l'autre conduisait. Logistique normale. Vers novembre, j'ai pris son téléphone pour éteindre une alarme qui sonnait pendant qu'il était sous la douche et il n'a pas reconnu mon visage. Il avait changé de code sans le mentionner. Quand j'en ai parlé ce soir-là, il a dit que son agence avait mis à jour sa politique de sécurité, documents financiers des clients, accords de confidentialité, tout cela très raisonnable. J'ai dit, d'accord. Ce que j'ai remarqué mais n'ai pas dit, c'est qu'après cela, il gardait son téléphone face cachée sur toutes les surfaces de la maison. Les comptoirs, la table de chevet, la table basse, toujours face cachée, toujours à portée de main. Il a commencé à aller plus souvent à la salle de sport, et le moment aurait été facile à célébrer, sauf que cela coïncidait exactement avec tout le reste. Et la célébration exige une certaine cécité volontaire que j'avais de plus en plus de mal à maintenir. Il a acheté de nouveaux vêtements, pas des vêtements de travail, quelque chose de plus délibéré, de meilleure coupe. Il se tenait plus longtemps qu'avant devant le miroir de la salle de bain, vérifiant quelque chose plutôt que de simplement jeter un coup d'œil. Ma meilleure amie l'a remarqué avant que je ne sois prête à l'admettre. Elle avait été ma colocataire à l'université de CU Denver. Nous étions restés proches à travers toutes les versions de nos vies d'adultes. Elle avait le genre d'instinct sur les gens auxquels je faisais généralement confiance, sauf quand leur faire confiance était inopportun. Il semble ailleurs, m'a-t-elle dit un soir de février. Nous étions allés dîner tous les 4 en ville, et elle avait observé mon mari de l'autre côté de la table comme s'il était déjà ailleurs dans sa tête. Vois-tu cela à la maison? Je lui ai dit qu'il avait été stressé par une affaire qui avait échoué. Je lui ai dit qu'il s'adaptait à la charge de travail plus lourde qui accompagnait le fait d'être associé. Je lui ai dit que j'avais remarqué la distance, mais que cela semblait temporaire, comme une phase dont il sortirait une fois les choses calmées. Elle a hoché la tête et a changé de sujet, et je pouvais voir sur son visage la décision prudente de laisser tomber pour le moment. Elle m'aimait assez pour attendre que je sois prête à le voir moi-même. Elle a attendu. J'ai continué à rationaliser. En mars, j'ai trouvé un reçu d'hôtel dans la poche de sa veste alors que je l'emmenais au pressing. Un établissement de charme à Cherry Creek que j'ai reconnu. Sympa. Le genre d'endroit où les couples vont le week-end. Dîner pour 2 au restaurant attenant un samedi soir 3 semaines plus tôt. J'avais passé ce samedi particulier à attendre un plombier à la maison de ville pendant qu'on remplaçait un appareil de salle de bain. Mon mari m'avait dit qu'il était à une visite de propriété dans le centre technologique qui s'était prolongée, suivi de verre avec le client. J'ai remis le reçu dans sa poche, j'ai déposé la veste au pressing, je suis rentré en voiture, j'ai préparé le dîner et je n'ai pas dit un seul mot à ce sujet. C'est la partie que je ne peux toujours pas expliquer complètement aux gens. Pas pourquoi j'ai manqué les signes. Les signes n'étaient pas subtils. Je n'étais pas aveugle, mais pourquoi je continuais à les classer au lieu d'agir? Je pense que c'était plus simple et plus embarrassant que n'importe quelle explication compliquée. Je ne voulais pas avoir raison. Avoir raison signifiait 5 ans de mariage, se dissolvant en quelque chose que je ne pouvais pas reconstruire. Cela signifiait appeler ma mère, qui avait raconté à chaque personne de son club de lecture notre mariage au vignoble, notre maison de ville et la carrière de mon mari. Cela signifiait que ma meilleure amie avait eu raison pendant des mois alors que je le défendais avec des raisonnements de plus en plus minces. Alors, j'ai gardé le reçu, gardé les silences, continué à me dire qu'il y aurait un tournant, un moment où il reviendrait à lui-même et à nous. Le tournant est arrivé un samedi de mai, notre 5e anniversaire. J'avais pris mon après-midi pour préparer le dîner. Je suis rentré vers 14 heures, j'ai changé mes vêtements de travail et je suis allé au placard pour les bougies.
Le sac de sport était par terre derrière son nettoyage à sec, partiellement ouvert. Sa trousse de toilette, 2 chemises que j'ai reconnues, un chargeur de téléphone. Rien de tout cela ne nécessitait d'interprétation. C'était la chose la plus claire qu'il m'ait communiquée depuis des mois. J'ai fermé la porte du placard, éteint la cuisinière, versé un verre de vin. Son texto est arrivé à 14h53. Je l'ai lu une fois, j'ai posé le téléphone face cachée et j'ai fini le vin en environ 4 longues minutes. Puis j'ai trouvé un serrurier sur Yelp. Le premier avec une disponibilité le jour même. J'ai appelé, expliqué que j'avais besoin d'un changement complet de serrure dès que possible. Il a dit qu'il pouvait être là dans les 90 minutes. J'ai dit que c'était bien. J'ai envoyé un texto à ma meilleure amie. Puis-je venir ce soir? Longue histoire. Sa réponse est arrivée en environ 4 secondes. Évidemment, que s'est-il passé? J'ai répondu par texto, je te raconterai quand j'arriverai. Je n'ai pas répondu au texto de mon mari. Pas cet après-midi-là, pas ce soir-là. Pas cette semaine-là. À 18h, la maison de ville avait de nouvelles serrures, et j'avais les 2 jeux de clés dans la poche de mon manteau. À 19h, j'étais sur le canapé de ma meilleure amie avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de rosé, lui racontant tout sur le même ton plat que j'utilise lorsque je décris un problème de projet au travail. Elle a écouté avec une expression qui passait de la fureur au chagrin pour moi, tandis que je ne ressentais étrangement presque rien, sauf un calme vaste et total, le genre qui s'installe lorsque la tempête que vous surveillez sur le radar depuis des mois finit par toucher terre. Et l'incertitude est tout simplement terminée. Ça va? Continuait-elle à demander. Je pense que ça va aller, continuai-je à dire, et je le pensais à chaque fois. Il est rentré à 21h15 ce soir-là, et sa clé ne fonctionnait pas. Je le sais parce que le mari de ma meilleure amie l'a vu sur une caméra de surveillance partagée d'un voisin qui couvre le pâté de maison. À ce moment-là, j'étais déjà à la maison et au lit, téléphone en mode ne pas déranger. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués de son numéro et 4 de numéros que je ne reconnaissais pas. 3 messages vocaux. J'ai écouté les 30 premières secondes de l'un d'eux, sa voix à un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, quelque part entre le désespoir et la confusion, et j'ai supprimé les 3. Le dimanche, il envoyait des textos depuis différents numéros, de longs messages qui passaient des excuses aux accusations d'une manière qui me disait qu'il croyait toujours que c'était une situation qu'il pouvait négocier. Je comprends que tu sois en colère, mais m'exclure n'est pas la façon dont les adultes gèrent les choses. S'il te plaît, 5 minutes. Et moi sans m'en rendre compte. J'ai participé à 2 appels clients, une session de stratégie et un déjeuner de travail avec mon directeur de création sans que personne ne remarque quoi que ce soit de différent. J'ai pris un café à l'endroit que j'aimais au coin de la rue. Il était bon. Mon mari s'est présenté à mon bureau à 14h de l'après-midi. J'en ai entendu parler par notre coordinateur de la réception avant de le voir, ce qui m'a donné environ 40 secondes pour lui dire que mon mari ne devait pas être admis et de contacter la sécurité du bâtiment s'il refusait de partir. Il a refusé de partir. J'ai regardé depuis la fenêtre d'une salle de conférence aux parois de vers l'agent de sécurité du bâtiment, un ancien officier de police de Denver qui travaillait dans notre immeuble depuis des années. Guider mon mari vers l'ascenseur avec une main sur son bras et l'autorité calme et inébranlable de quelqu'un qui a escorté des personnes hors d'espace où elles n'étaient plus les bienvenues de nombreuses fois auparavant. Il y avait au moins 20 personnes dans le hall d'entrée. Une entreprise au 3e étage organisait un événement l'après-midi avec un traiteur dans l'espace commun. Mon mari a été raccompagné dehors devant des étrangers et une poignée de collègues avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans. La réponse de ma meilleure amie lorsque je l'ai appelée ce soir-là. Au moins, il y avait des témoins. C'est elle qui a découvert l'existence de la femme de son cabinet. L'information est venue d'un ami commun. Denver est plus petite qu'il n'y paraît une fois que vous y êtes depuis assez longtemps. Une nouvelle associée, âgée de 25 ans, avait rejoint son agence l'automne précédent. Le moment coïncidait exactement avec le début des jeudis soirs.
Ma meilleure amie a eu l'information dans les 2 semaines suivant l'anniversaire. Tu veux savoir le meilleur? A-t-elle demandé autour d'un verre de vin à sa table de cuisine. J'ai dit oui. Elle a mis fin à leur relation la même semaine où il est venu à ton bureau. Apparemment, quand il lui a dit qu'il avait quitté son mariage, elle a immédiatement paniqué. A dit qu'elle n'avait jamais signé pour quelque chose comme ça. A bloqué son numéro. Je suis restée assise avec ça un moment. Donc, il nous a perdus toutes les deux la même semaine. La même semaine, ma meilleure amie a rempli mon verre. Notre ami commun a dit qu'il l'avait appelé 3 fois en une seule journée. J'ai pensé à ça. Un homme qui avait passé des mois à démanteler soigneusement sa vie, méthodiquement, patiemment, de la même manière qu'il abordait une acquisition immobilière, puis a découvert que la chose vers laquelle il se dirigeait ne voulait pas de ce qu'il offrait, qu'il avait tiré le fil jusqu'au bout, et qu'il n'y avait rien à l'autre extrémité qui vaille la peine de tout défaire. Est-ce qu'il va bien? Ai-je demandé, principalement par curiosité. Il est complètement anéanti, a dit ma meilleure amie, ce qui est le résultat approprié de ses choix. J'ai levé mon verre, elle a levé le sien. Le divorce a pris 7 mois pour être finalisé. Je suis resté dans la maison de ville. Nous étions tous les deux sur l'acte de propriété et mon avocat m'a aidé à structurer un rachat rendu possible par une promotion que j'ai reçue en août, 3 mois après l'anniversaire. Qui comprenait un nouveau titre et une augmentation que mon directeur de création a décrite avec un embarras visible quant au temps que cela avait pris comme étant largement mérité. Les associés avaient suivi mes performances sur 3 comptes majeurs que nous avions décrochés au printemps. Mon sang-froid sous la pression avait apparemment fait une impression. Il a emménagé dans une location à Capitol Hill. J'ai changé les meubles pour des choses que j'avais réellement choisies sans compromis. J'ai remplacé le canapé sectionnel surdimensionné sur lequel il avait insisté par 2 fauteuils et un coin lecture que j'imaginais depuis que nous avions visité l'endroit pour la première fois. J'ai repeint le bureau à domicile dans une couleur terre cuite profonde à laquelle il avait opposé son veto à 2 reprises, disant que cela rendrait la pièce plus petite. Ce n'est pas le cas. Cela l'a fait sentir comme la mienne. Le tourne-disque était l'idée de ma meilleure amie. J'en avais eu un à l'université, une platine bon marché et une caisse de lait de disques d'occasion que j'avais collectionné pendant 4 ans. Je m'en étais débarrassé lorsque nous avions emménagé dans la maison de ville parce que mon mari avait dit que c'était peu pratique, que la qualité sonore ne valait pas l'espace au sol. Ma meilleure amie est arrivée un samedi avec une platine rénovée enveloppée dans du papier brun et une copie de Blue de Joni Mitchell sous le bras. Il disait que les disques étaient une perte de place, a-t-elle dit en le posant sur la console dans le salon. C'est vrai, ai-je dit. Et je ne partage plus mon espace avec lui. Elle l'a branché. J'ai mis le disque. Nous nous sommes assises dans la pièce qui était entièrement la mienne maintenant. Adjacente à la terre cuite, des plantes dans chaque coin. 2 fauteuils que personne d'autre n'avait approuvés et nous avons écouté Joni Mitchell chanter sur les rivières et les départs et je n'ai pas pleuré, ce qui m'a surprise et en même temps non. J'ai revu mon ex-mari une fois de plus après la signature des papiers. Un ami commun s'est marié en septembre et j'avais presque décliné l'invitation. Je ne voulais pas de la proximité, mais elle avait été vraiment gentille avec moi pendant tout ce temps et je refusais de laisser son existence réorganiser mes choix plus longtemps. J'y suis allé seul, portant une robe verte que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Le vert, la couleur qu'il avait toujours dit être trop audacieuse sur moi. Il se tenait près du bord de l'espace de réception quand je suis arrivé, tenant une bière, fixant son téléphone avec l'attitude de quelqu'un qui fait semblant de ne pas surveiller la porte. Il avait l'air de ne pas avoir bien dormi depuis des mois. Je reconnaissais cette qualité de l'intérieur. C'était étrange de la voir de l'autre côté d'une pièce et de ressentir quelque chose qui n'était pas tout à fait de la pitié mais qui s'en approchait. Distant, déconnecté, comme reconnaître un endroit où l'on a vécu. Il a levé les yeux. Nous avons établi un contact visuel à travers une pièce pleine de gens qui nous connaissaient tous les deux. Notre amie commune est apparue à mon coude presque immédiatement avec une coupe de champagne et une question urgente sur son itinéraire de lune de miel. Je me suis tourné complètement vers elle. Nous avons parlé pendant 20 minutes de la côte amalfitaine et de savoir si Positano valait la densité touristique en septembre. Je n'ai pas regardé en arrière vers l'endroit où mon ex-mari se tenait. Quand notre ami a mentionné plus tard qu'il était parti avant le dîner, j'ai dit « Oh, vraiment ?» et je le pensais entièrement. 6 mois après avoir trouvé ce sac, j'ai compris quelque chose sur ce qu'était réellement son comportement, et cela avait très peu à voir avec la femme de son cabinet.
Mon mari avait eu besoin que je sois la preuve que sa vie fonctionnait. J'étais organisé, stable et professionnellement réussi. Je gérais la logistique, anticipais les problèmes, m'occupais des détails qui faisaient fonctionner notre vie commune sans friction. Être marié à moi signifiait qu'il n'avait pas à regarder de trop près qui il était ou à se demander ce qu'il voulait vraiment. Parce que la preuve d'une bonne vie était là, organisée et fonctionnelle, gérée par quelqu'un d'autre. Quand il a commencé à ressentir quelque chose d'agité et d'indéfini, l'anxiété particulière d'un homme qui a accompli ce qu'il s'était fixé et a trouvé que cela ne donnait pas la sensation qu'il attendait, il ne l'a pas examiné ni ne me l'a apporté. Il a cherché quelque chose. Vie que je lui avais fournie, il ne pouvait pas maintenir la version de lui-même qu'il jouait. Mon silence lui a enlevé cela. Je n'avais pas exigé d'explication, ni fait une scène, ni lui avais donné quelque chose à quoi répondre. J'ai juste arrêté, n'ai rien dit, changé les serrures, et il n'avait absolument aucune idée de quoi faire avec ça. 1 an plus tard, mon appartement sent le café et la faible poussière chaude des disques vinyles. Il y a un mur en terre cuite derrière mon bureau que je regarde chaque matin quand je m'assois pour travailler. Joni Mitchell est sur la platine le plus souvent. Ma meilleure amie vient plus tard avec sa petite amie, que j'ai décidé d'aimer sincèrement, et nous allons préparer un dîner qui prendra probablement 2 fois plus de temps que prévu et impliquera au moins une tentative ratée de quelque chose d'ambitieux. J'ai un chat maintenant. Orange, têtu, totalement désintéressé d'être tenu dans les bras. Nous nous comprenons parfaitement. Mon titre de directrice de création est venu avec des comptes qui me mettent au défi de manière que je n'avais pas anticipée. Je suis meilleur dans mon travail qu'il y a 1 an. Plus vive, moins encline à adoucir les choses pour éviter les frictions, plus disposé à dire la chose directe et à attendre. Mon patron a mentionné lors de ma dernière évaluation que j'avais développé une véritable présence de cadre. Je ne lui ai pas dit que la présence de cadre, dans mon cas, était principalement le résultat d'une année passée à ne pas gérer le paysage émotionnel de quelqu'un d'autre. Il y a des matins où je me demande si j'aurais dû agir plus tôt. Il y a des soirs où je ressens le chagrin particulier de 5 années pliées et rangées quelque part où je ne peux pas y accéder pleinement. Ces moments existent et je ne prétends pas le contraire. Mais ensuite je mets un disque, je replie mes jambes dans un de mes fauteuils, je regarde le mur en terre cuite, je pense au nombre de samedis que j'ai passé à accommoder un homme qui était occupé à ne s'accommoder que de lui-même. Et je ressens de manière fiable exactement une chose. Le texto qu'il a envoyé l'après-midi de notre anniversaire était destiné à atterrir comme une démolition. Il l'avait programmé de cette façon. Attendant que la signification de la date amplifie l'impact. S'attendant à ce que je m'effondre d'une manière qui rendrait sa sortie plus propre, plus justifiée, causée par autre chose que ses propres choix. Au lieu de cela, j'ai appelé un serrurier, versé un 2e verre de vin, laissé les serrures se mettre en place pendant qu'il était ailleurs à répéter son explication. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait en 8 mois. Il n'a jamais pu voir cette partie.